Bon, tout le monde m'entend? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous passez un bon salon. Je suis là du coup pour vous emmener un peu en voyage avec moi aujourd'hui. On va parler de portraits en voyage, comment améliorer ses portraits en voyage avec simplicité. Quand je dis simplicité, c'est parce que je suis juste flemmard, hein. Moi j'aime bien ne pas voyager lourd, j'aime bien faire les choses simplement. Pour moi la photographie c'est un moment et c'est pas que de la technique, c'est prendre une photo sur le moment et avec simplicité, tout simplement. Donc, je vais me présenter un petit peu avant tout, quand même, pour les gens qui ne me connaissent pas. Et mes collègues ne sont pas trompés, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, je me présente, donc je m'appelle Guillaume Lemaire, je suis photographe depuis maintenant 6 ans. C'est quand je suis arrivé en France, parce que du coup je suis italien, j'ai vécu toute ma vie en Italie, même si mon prénom et mon nom ne font pas penser ça, je suis plus qu'italien que belge avant toute chose. D'où le nom Eyes of Belga, parce que ça veut dire belge en italien. Du coup j'ai 25 ans, et du coup je suis photographe depuis 6 ans, et qu'est-ce que je fais en photographie? Je fais de la photographie Weststyle. C'est un nom que j'ai inventé parce que ça mélange un peu l'humain avec la nature et l'humain avec l'urbain, et j'aime beaucoup mélanger les deux en même temps. Et à côté, je suis aussi professeur de photographie dans différents établissements. Je suis situé à Strasbourg, j'enseigne dans 2 écoles différentes, plus une à Paris. Et entre autres, créateur de contenu, Nikon Creator et ambassadeur pour Aftershoot, une marque de logiciels de tri et de retouche. Donc si vous voulez me suivre sur les réseaux, ce sera avec grand plaisir pour tous les nouveaux. Je montre plein de voyages, j'enseigne un peu de la photographie à travers les vidéos et je vous emmène dans mes journées rigolotes. Voilà, tout simplement. Bon, on va arriver sur le sujet principal, on s'en fout de ma tête. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aborder pourquoi faire un voyage photo. Quelles sont les raisons qui nous emmènent à faire un voyage photo concrètement? Deuxième chose qu'on va parler, c'est du coup le sujet principal, comment valoriser ses portraits en voyage avec pas grand-chose en fait, concrètement. Et ensuite, quel matériel prendre et pourquoi? Ça, je sais que c'est le gaga des gens, ils aiment bien savoir qu'est-ce que j'emmène et tout. Ça, c'est toujours le truc qui rend curieux les gens. Et ensuite, on en arrivera à la conclusion de tout ce reportage, on va dire. La conférence, si jamais elle dure en moyenne 45 minutes, j'ai que 30 minutes, donc je vais devoir abréger pas mal de trucs. J'espère que ça vous plaira quand même, mais si jamais, en tout cas, sur mes réseaux sociaux, je partage toute la conférence en entier avec toutes les bonnes explications comme il se doit. Bon, du coup, je vous regarde tous et je vous dis, pourquoi faire un voyage photo? Qu'est-ce que le voyage photo apporte au photographe? La toute première chose qu'apporte un voyage photo, pour moi en tout cas, c'est créer des souvenirs, avant tout. J'y vais pas forcément pour faire que de la photo, j'y vais pour vivre des moments, soit partagés, soit avec moi-même. Et ça, pour moi, c'est la première chose la plus importante. Ensuite, avant toute première chose aussi, c'est le plaisir de partager sa vision du monde. Parce qu'en fait, quand vous allez voyager, ma vision de la Finlande, ma vision de l'Irlande et du Portugal ne sont pas les mêmes que celles qui auront d'autres photographes en fait. Et moi, personnellement, en étant un égocentrique, j'aime bien apporter ma vision du monde. Je rigole bien sûr. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Petit problème technique, ça arrive, on va résoudre. C'est résolu? Fantastique. Merci. Donc je disais, ma vision de la Finlande, de l'Irlande et du Portugal ne seront pas les mêmes que celles des autres photographes ou celles de quelqu'un d'autre qui le voit à l'œil nu. Donc le but, c'est quand on fait de la photographie de voyage, c'est d'amener sa vision dans ça, en fait. Qu'est-ce qui nous amène aussi à faire un voyage photo? C'est faire un reportage du lieu dans lequel on va visiter. Mais du coup, quand on fait un reportage, on peut faire différents types de reportages. Dans un premier temps, on peut faire un reportage sur l'architecture du lieu qu'on est en train de visiter, concrètement. On peut faire un reportage sur le lieu, des détails du lieu qu'on est en train de visiter. Ensuite, on peut faire du paysage. Je pense qu'il y a pas mal de photographes de paysage parmi nous. Je pense qu'ils me comprendront. On peut représenter qu'est-ce qui entoure le lieu que je suis en train de visiter, concrètement, en fait. Et ensuite, on peut faire un reportage sur l'humain. Et ça, c'est un peu ma catégorie, c'est ce que je préfère faire. Après, j'aime bien toujours compléter. Mais en fait, le but dans un reportage, quelconque qu'il soit le reportage, pour moi en tout cas, le but c'est d'essayer de faire le plus de choses possible, en tout cas. Après, chacun aura sa préférence, qui fera plus de photos d'architecture que de détails, de paysages ou d'humains, et vice-versa. Enfin bref, je pense qu'on s'est bien compris. Chacun fera ce qu'il veut, mais pour moi, un reportage photo, avant tout, c'est d'expliquer le lieu qu'on est en train de visiter,
le mieux possible. Ok, une fois qu'on a abordé ça, on va parler de le sujet principal de cette conférence, valoriser ses portraits en voyage. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va aborder? Il y aura 3 sous-thématiques. On va apprendre dans les très grandes lignes comment gérer sa lumière naturelle, parce que je pense en tout cas quand je voyage, je ne vais pas faire des photos d'intérieur, personnellement. À moins que vous allez dans une grande ville, il y a des beaux musées. Mais moi, principalement, j'aime la nature, donc forcément, j'ai envie de représenter les lieux dans lesquels on se retrouve. Ensuite, on va parler d'un autre facteur qui est quand même très important quand on fait de la photographie de voyage dans des lieux, c'est de parler de comment s'adapter aux différentes conditions climatiques. Parce qu'en fait, selon la destination qu'on va choisir, il faut une capacité d'adaptation par rapport au météo, ou en tout cas à la saison dans le lieu dans lequel on va rencontrer. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va parler aussi, et pour moi, c'est là la partie la plus compliquée quand on est photographe, c'est d'être créatif en partant de rien. Donc, et aussi le but de quand on va faire des portraits en voyage, c'est quand même raconter quelque chose. Donc en fait, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de reportage, détails, architecture et tout ça? En fait, si vous voulez compléter votre reportage, au lieu de faire 4 photos pour montrer 4 choses différentes, essayez de faire vos portraits tout en incluant les autres éléments du détail, soit de l'architecture, soit du paysage, avec votre portrait. C'est comme ça que vous allez compléter et raconter le mieux possible vos photos. Et la lecture de la photo sera beaucoup plus intéressante. Donc, on va parler de la lumière en portrait. Je pense que pour certains, c'est déjà plus que méconnu. Donc, quel type de lumière on va rencontrer principalement quand on voyage? On va rencontrer du contre-jour, grand classique. Forcément, c'est la lumière un peu plus la plus recherchée par les photographes. La suite du contre-jour, qu'est-ce que c'est? C'est la blow hour. Donc, on va rencontrer souvent des photos presque à la nuit, juste avant la nuit. L'autre contexte qu'on va pouvoir rencontrer, là, je vous parle de plongée et lumière latérale. Ça, c'est plutôt des contextes quand vous êtes en pleine journée. Et que malheureusement, imaginons, je suis en train de visiter un lieu, je n'ai pas le temps d'y rester jusqu'à 19 h au coucher de soleil. Je dois m'imposer de faire des photos à 15 h. Donc, on doit trouver des techniques pour ça. Je vais vous expliquer mieux après. Et ensuite, quand on fait du portrait, la dernière chose qu'on va devoir chercher, c'est faire de la lumière de face. Encore une fois, c'est un contexte. Imaginons, je suis en Italie, on est en plein été, et il est midi. Il y a du soleil à Bâle, mais moi, ce lieu-là, je ne peux pas y être pour le coucher de soleil. Donc, je vais être obligé de faire des photos. Et on va s'expliquer comment trouver un moyen de faire quand même des photos intéressantes et intrigantes. Donc, une fois qu'on a abordé tout ça, donc pour le contre-jour, comment je vais positionner mon sujet par rapport à la lumière du contre-jour? Principalement, il y a 2 techniques. La première, c'est soit faire du contre-jour pur et dur, donc soleil derrière le sujet, lumière qui rentre directement sur le capteur, sauf qu'il y a des risques à ça. On va créer ce qu'on appelle du flair, ou alors un grand voile dans la photo. Des fois, on perd du détail sur le sujet, et ce n'est pas forcément le plus intéressant. Par exemple, pour la photo que vous voyez là sur le contre-jour, le soleil n'est pas derrière mon sujet, le soleil est placé à 30 degrés par rapport à mon sujet. Et la lumière ne rentre pas directement sur le capteur, mais il est vraiment sous les bords de la photo. Ça crée quand même un effet flair, mais le flair n'envahit pas le visage de mon sujet. Et comme ça, je peux garder une bonne netteté de mon sujet. Surtout que le sujet que j'avais là avait des taches de rousseur que j'ai envie de garder dans ma photo. Si j'aurais eu du voile dessus, j'aurais perdu plein de détails d'informations sur ça. Et ça, c'est dommage en fait, parce que quand on fait du portrait, le but, c'est de représenter et de sublimer l'humain. Et si on perd des détails qui appartiennent à la personne, c'est juste dommage en fait. Ah, je dois revenir en arrière, désolé. Donc, ensuite, on va parler de la blow hour. La blow hour, comment on positionne notre sujet par rapport à la blow hour? C'est assez simple. Hier, j'ai donné un cours et je parlais de ça. J'ai trouvé un mot sur comment placer son sujet par rapport à la blow hour. Donc, la blow hour, c'est quand le soleil s'est déjà couché et on s'en rapproche de la nuit. Et hier, un élève m'a dit, est-ce que tu ne pourrais pas appeler ça la technique du tournesol? C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Donc, imaginons que le soleil s'est couché à ma droite. Ok? Plus la nuit se rapproche, moins de lumière on aura. On aura une lumière qui est très, 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 très douce. Ok? Donc, la règle du tournesol, c'est quand le soleil vient de se coucher au tout début, je vais me mettre plutôt de dos par rapport au soleil. Je place mon sujet de dos par rapport à où le soleil s'est couché. Ok? Donc, je vais mettre de face. Et à force que la nuit commence à arriver à tomber, en fait, je suis comme un tournesol. Je suis les derniers rayons de lumière. Donc, plus la nuit se rapproche, et plus je tourne mon sujet vers la lumière. Parce que si je retourne
à la toute fin, je me retourne vers la lumière, donc face à la lumière, parce que c'est les derniers rayons de lumière qu'il y a. Pourquoi on fait ça? Parce que j'ai pas envie de faire une montée en ISO qui est assez agressif. Donc ça, c'est pour la blower, et on peut créer des atmosphères qui sont super intrigantes, super douces, des couleurs atypiques, des choses qui ne sont pas du tout communes en fait dans la vie de tous les jours. Ensuite, je vous ai parlé de plongée et lumière latérale. Donc sur la plongée et lumière latérale, ça, je vous ai dit, c'est un contexte quand vous êtes en journée, on va dire 15 heures et le coucher de soleil il a 19 heures, vous êtes dans un lieu et vous ne pouvez pas y rester jusqu'au coucher de soleil. Ok? Ben, dans ce cas-là, il va falloir commencer à trouver des solutions parce que la lumière, elle est encore un peu agressive, quoi. Le soleil, je pense qu'il doit être encore à 60 degrés, c'est relativement pas simple. Donc comment je vais placer mon sujet par rapport à ça? Donc tout simplement, je vais placer mon sujet potentiellement latéralement ou en tout cas 45 degrés, voire 50 degrés derrière mon sujet. Ensuite, une fois fait ça, soit je vais chercher une zone d'ombre, soit j'essaye de faire du contre-jour. Mais pour ça, pour pas que la lumière rentre dans le capteur et qu'il soit trop agressif et du coup avoir des pics de lumière, en tout cas sur le haut de l'image, je vais faire du plongé. Pourquoi? Parce que la façon que la lumière tape sur tout ce qui se passe par terre, ça devient une lumière beaucoup plus uniforme. Du coup, beaucoup plus agréable à l'œil. Donc en fait, c'est ça qu'on va rechercher, c'est l'homogénéité. L'homogénéité dans une photo, dans les couleurs et dans la lumière, ça va transmettre de la douceur. Ça va transmettre des choses qui sont agréables à l'œil humain, en fait. Donc, je vais mettre en plongée. De 1, parce que comme ça, la lumière tape correctement sur mon sujet. Et du coup, je peux garder une lumière relativement uniforme sur mon sujet. Et en plus de ça, je vais pouvoir attraper plein de textures qui appartiennent au lieu. Du coup, je représente aussi un peu le lieu dans lequel je suis en train de faire des photos, en fait, concrètement. Et le dernier, qui est lumière de face, alors ça, malheureusement, il va falloir trouver une zone d'ombre. Ou en tout cas, trouver quelque chose qui va filtrer la lumière. C'est-à-dire, je vous donne un exemple de cette photo. Donc cette photo, je me retrouve à Com en Italie. C'était en début septembre. Et il était, je crois, 14h, 15h. Coucher de soleil, à ce moment-là de l'année, il est encore à 20h, 19h, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, je regarde la modèle et je lui dis, la lumière est dure, quoi, je ne sais pas trop quoi faire. Elle me dit, ah ben attends, près de chez moi, il y a un spot avec des arbres, ça peut être sympa. Moi, je dis, mais trop bien, allons-y. Dans un premier temps, on commence à faire les photos, sauf que le fond par rapport à la provenance de la lumière, il était très cramé. Et c'est dommage, en plus c'est de l'eau, donc ça réfléchit la lumière. C'est juste horrible en fait, c'est super compliqué. Donc, j'ai placé mon sujet face à la lumière, et vous allez me dire, ouais mais la lumière va être super agressive, enfin, c'est pas beau, en portrait en tout cas. Mais en fait, l'arbre que vous voyez derrière là, en fait, il était très très grand, il allait jusqu'à devant elle. On ne le voit pas dans la photo, mais en fait, du coup, le feuilletage a permis de filtrer énormément la lumière en fait. Ce qui m'a permis du coup d'avoir une lumière plus ou moins normale sur mon sujet. Et donc comme ça, vu l'angle que j'avais choisi, la lumière ne tape pas sur l'eau et du coup je peux garder la texture et la couleur de l'eau. Donc c'est ça qu'on va rechercher principalement quand on fait des photos. Donc ça c'est un peu les types de contexte et comment placer son sujet par rapport à la lumière quand on fait des photos en extérieur et en voyage. Ensuite, on va parler des conditions climatiques, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple, et souvent on se retrouve avec des belles surprises. Alors quand on connaît un petit peu comment faire poser et comment se positionner par rapport au météo quand on fait de la photo, on est moins surpris et on agit beaucoup mieux, et du coup on fait forcément des photos un peu plus réfléchies. Donc, dans un premier temps, on va souvent, selon des destinations, là je me retrouve en Irlande, moi je me suis bouffé pendant 7 jours de la pluie et du vent. Mais tous les jours, non-stop, hein. Et le vent, j'en parle même pas. Mais aussi, j'ai rencontré souvent des météos nuageux. Là, je me retrouve en plein hiver, à Hambourg, en Allemagne, et je me suis retrouvé tout le temps avec un météo très nuageux. Du coup, j'ai dû agir un peu de conséquence. Et on va vous expliquer pourquoi. Ensuite, des contextes de neige. Donc là aussi, c'est toute une préparation quand même en amont, parce que là, pour le coup, j'étais en hiver, en Suisse, à l'Ocean Sea, pour les gens qui connaissent. Je me retrouvais à Ocean Sea. Là, je sais qu'il y avait de la neige, j'en étais sûr, je ne m'attendais pas qu'il allait y avoir des belles fleurs. Donc, j'ai en amont préparé des choses afin que ça se passe bien la séance et qu'on puisse optimiser et rendre au mieux ce lieu et la personne qui est en train de valoriser la photo. Et ensuite, le dernier météo, grand classique, soleil. Voilà, si on va en Italie, on s'attend qu'on va retrouver souvent du soleil. Du coup, on va rappliquer un peu les techniques qu'on a parlé avant. Donc, comment calculer un petit peu sa séance par rapport au météo?
Là, je ne vais pas trop vous parler de comment positionner votre sujet, je vous ai déjà expliqué un petit peu avant. Mais là, par contre, on va parler plutôt de comment agir en tant que photographe par rapport aux météos. C'est-à-dire, quand on a du pluie, quand on va dans une destination où on s'attend qu'il y avoir de pluie et du vent, ben forcément, on va devoir préparer un peu la séance. Ça va dépendre de vos destinations, parce que la pluie et le vent en Italie en plein été, c'est pas la même chose que la pluie et le vent en plein hiver en Irlande. On s'attend pas aux mêmes choses. Mais en tout cas, un truc qu'il faudra toujours préparer, déjà avant toute première chose, quand vous faites des séances et qu'il y a des conditions climatiques qui peuvent être chiantes ou compliquées, pensez à la personne que vous êtes en train de prendre en photo. C'est super important, en fait. C'est-à-dire, il y a la pluie et du vent. Là, je me retrouve en Loire-Atlantique, près de Pornichet. Ce jour-là, j'écris à la modèle, je lui dis, il va faire moche. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la séance ou pas? Elle me dit, moi je te fais confiance, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Moi je lui dis, carrément il y a un truc à faire. Mais par contre, je te le dis, ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Donc je lui dis, prends-toi de quoi réchauffer. Même si ce n'est pas le vêtement de la séance. Mais prends-toi de quoi réchauffer. Au cas où, s'il pleut beaucoup, prends-toi un parka. Ok? Prends-toi de quoi t'hydrater. Et après, moi, deuxième chose que j'ai fait aussi, avant d'aller dans le lieu, je me suis informé s'il y avait un lieu couvert du vent, afin qu'on puisse faire des pauses sans avoir des rafales de vent dans les oreilles. Parce que quand vous faites une séance d'1 heure et demie, c'est très très long. C'est vraiment très très long. Que ce soit pour le photographe, mais surtout pour la modèle qui doit poser. C'est vraiment pas simple. Donc, faites attention à ce genre de détails. Ça, c'est pour tout ce qui est pluie et vent. Mais je vais vous dire un truc qui compte pour tous les autres. Faites des pauses. C'est vraiment important. Faites des pauses parce que poser 15 minutes statiques dans la pluie et le vent, c'est coriace. Il faut se mettre à la place des gens aussi, c'est important. Donc, ça, c'est la première chose. Quand vous avez un météo nuageux, bon, là, il y a un petit peu moins de contraintes. Encore une fois, ça va dépendre des destinations. Nuageux en Finlande en hiver n'est pas nuageux en Italie en plein été. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas les mêmes contraintes. OK? Mais là, encore une fois aussi, s'il fait nuageux, regardez bien le météo. Regardez bien s'il va potentiellement peut-être pleuvoir. Pour, encore une fois, anticiper par rapport à ce qu'on a dit avant. Donc, anticipez les choses, en fait. Toujours. C'est important. On va parler de conditions un peu plus chiantes et extrêmes. Je vais vous parler de la neige. Exemple. Là, je me retrouve en Finlande. C'était en février. Et il faisait moins 25. Brume, vent, pluie. Tout en même temps. Horrible. Je vous jure, ma pire séance de ma vie. Mais, je dis bien mais, on était préparé en fait. Parce qu'on se l'attendait. Donc la modèle, qui était directement de là-bas, je lui ai dit, bon, normalement tu as le DNA pour ça, mais ramène quand même une grosse couette. J'ai dit, ramène de quoi te chauffer. Je lui ai dit, prends des chauffettes aussi. Pour la neige, quand vous faites des shoots dans la neige, même s'il fait moins 5, prenez des chauffettes. Pensez au bien-être de la modèle. Moi, par exemple, c'est un truc bateau. Mais soyez humain aussi, dans le sens où, moi, j'ai préparé du café dans une thermos. Parce que je savais qu'on allait faire une pause après 15-20 minutes. Ben, je savais que c'est le petit geste humain qui fait plaisir, en fait. Et la personne va être contente. Et du coup, de conséquence, elle va poser encore mieux après. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on a des résultats photos qui sont optimales. Donc, vous avez fait un geste humain. Et en plus, c'est pour votre travail à vous et pour votre résultat. Donc, c'est ce qui est mieux, en fait. Donc, pensez d'abord aux autres et faites attention à ça. Autre chose aussi, par rapport à la neige, si vous allez shooter dans la neige, là, c'est plutôt pour vous. Pensez à avoir des boîtiers tropicalisés. Moi, j'étais bien content que mon boîtier, à moins 25, à la fin de la séance, il y avait une couche de glace comme ça, sur mon boîtier. Je rigole pas. Hein. Il y avait une couche de glace comme ça. Si jamais Nikon, c'est du super matos. Non, je rigole. Bref. Donc, je disais, pensez à avoir un boîtier tropicalisé. Que ce soit, et surtout, pas que le boîtier, hein, aussi les objectifs que vous allez utiliser. Il faut que les deux soient tropicalisés. Ça, c'est important. Hein. Détail à prendre. OK? Et aussi, pensez au bien-être des autres, mais aussi au vôtre. Hein. Prenez des gants. Par exemple, moi, j'avais double gant. Le gant épais. Et quand je shootais, je prenais un gant très léger afin que je puisse manier le boîtier correctement. Et comme ça, je pouvais aussi, du coup, me réchauffer quand j'en avais besoin. OK? Donc, pensez à ça aussi. Dernière condition, le soleil. Donc, le soleil, il faut faire attention parce que là, soleil classique, en printemps, il n'y a pas de souci. Mais je vous parle d'une condition un peu plus extrême. Là, voilà, ce contexte, c'est parfait. Cette photo-là, je l'ai prise à Barcelone. C'était cet été. 44 degrés. Ça pique. Je vous jure, quand vous avez un sac à dos dans le dos parce que vous avez peur de vous faire voler le sac à dos en plein Barcelone, ça pique. Vous transpirez, elle transpirait.
on était là, on voulait bien faire, mais c'était pas simple. C'est une autre condition chiante. Donc, en pensant à son bien-être, je lui dis, prends de l'eau. C'est important, il faut s'hydrater, vraiment. Je lui dis, prends un ventail. Quand on fait des pauses, tu te rafraîchis un peu. Voilà, c'est plein de petits détails qui comptent et qui sont importants. Ok ? Parce que, encore une fois, si la modèle, on pense à son bien-être, de un, bah, c'est humain, il faut penser au bien-être des autres. Mais deuxième chose aussi, c'est que la modèle, du coup, elle va être mieux pour poser pour les suivantes photos. Donc ça, c'est important. C'est pas simple poser pendant 1h30 sous 44 degrés. Hein. C'est vraiment pas simple. Donc, pensez à ce genre de détails. Autre chose aussi, la tropicalisation ne vaut pas que pour l'humidité et le sable, ça vaut aussi pour la chaleur. C'est pour que le boîtier ne surchauffe pas trop. Donc pensez à ça aussi. S'il fait 44 degrés et votre boîtier est noir, bah, j'espère qu'il est tropicalisé. Je vous le dis sincèrement. Sinon, le boîtier, je pense que des fois, il peut avoir des mauvaises réactions. Enfin bref, donc on a parlé un peu des conditions, comment se comporter. Avant de passer à la chose suivante, je vous donne des petites applications que moi j'utilise en voyage qui sont trop pratiques. Je vous en parle très vite fait. Météoradar, application de satellite pour voir en temps réel le météo dans laquelle vous vous retrouvez. Et vous pouvez même regarder le météo quelques jours avant. Mais vous savez, la météo, c'est pas forcément une loi mathématique, donc c'est dur à prévoir en avance. Mais en tout cas, quand vous êtes sur place, sur le lieu, vous pouvez savoir les prochaines 10, 15, 20, 30, 40 minutes, qu'est-ce qui va se passer dans votre lieu, dans lequel vous allez faire des photos. Ok ? Ensuite, Google Art. Moi, c'est une application, par contre, que j'utilise plutôt en amont, avant de partir en voyage, parce que ça me permet de voir les lieux en 3D. Du coup, ça me permet de me projeter un petit peu plus sur les lieux que je vais shooter. Parce que quand je voyage, ben, les lieux, je ne les connais pas. Donc, je vais devoir beaucoup improviser. Mais si je peux déjà un peu savoir où est-ce que le soleil se couche par rapport au lieu dans lequel je me retrouve, eh ben, je suis bien content, sincèrement. Ça peut bien m'anticiper pas mal de choses. OK ? Et ensuite, dernière application, et je sais que ça va faire du mal à entendre, toutes mes photos que vous voyez sont retouchées sur téléphone. Toutes, de la première à la dernière. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais plutôt vous parler de Lightroom Mobile en voyage, qui est incroyable. Moi, personnellement, quand je prends des photos, quand je prends un super cliché en voyage, je suis tout excité, je suis trop content et tout. Et au lieu de me taper, attendre, soit revenir à l'Airbnb, télécharger, trouver la bonne photo que j'ai envie de retoucher, ben en fait, je télécharge juste une photo de RAW avec mon téléphone, sur SnapBridge, enfin pour Nikon en tout cas. Je télécharge un RAW qui me plaît, d'une photo de la série, même pendant que je suis en train de faire le trajet de retour en voiture après la séance. Je télécharge une photo, c'est sur mon téléphone, j'ai un RAW, incroyable. Et après, je le mets sur Lightroom Mobile et j'ai déjà tous mes presets que j'ai habituellement. Et je retouche et comme ça, je peux déjà voir un peu en amont à quoi ça ressemble en fait concrètement. Donc c'est ça qui est cool en fait. Et en fait, du coup, ça me donne encore plus de surexcitation. Donc ça, c'est pour le côté émotionnel, mais aussi si vous êtes créateur de contenu, vous partagez beaucoup de choses sur les réseaux, ben, comme ça, dès que vous êtes en voyage, hé les gars, regardez, je viens de faire ça ce soir, c'est cool. Hein, voilà. Donc en fait, on peut partager facilement les choses. C'est aussi de l'efficacité en soi. C'est pour les créateurs. Donc en fait, c'est super utile. Et Lightroom Mobile, je ne sais pas qui n'est pas d'accord. Moi, je vous dis, c'est la même chose que Lightroom sur PC. Hein. C'est exactement la même chose, voire même mieux en vrai. Mais ça, je donnerai un autre cours un jour pour ça. Bref, revenons au vif du sujet. Comment être créatif dans un lieu qu'on ne connaît pas? Quels sont les moyens, sans avoir rien en main, pour être plus créatif pendant son voyage photo? Dans un premier temps, la première chose qu'on va regarder, c'est prendre des éléments du lieu. Et ça, j'en reviens sur le côté reportage que je vous ai dit avant. Le fait de prendre des éléments du lieu, c'est qu'en fait, dans mon portrait, je vais inclure du détail, du lieu. Du coup, ça complète mon reportage dans une seule photo. C'est ça qui est cool. Donc, dans un premier temps, on peut faire ça. Mais imaginons qu'on n'a pas d'éléments à montrer du lieu quand on fait la séance photo en voyage. On peut, en amont, être un peu plus réfléchi et plutôt prendre des photos, prendre des accessoires un peu authentiques. Exemple, cette photo-là, j'étais à Madère. Donc moi, en amont, j'ai contacté la modèle qui était sur place et je lui dis, j'ai une idée, on va à cette plage-là parce que j'ai toujours voulu faire ce spot. Et est-ce que tu peux commander ce chapeau-là? Je te le paye, t'inquiète. Donc elle a commandé le chapeau, elle l'a fait arriver chez elle et le jour de la séance, on avait le chapeau. Donc ça, c'est cool. Bah, mais ça, c'est un peu de préparation en amont, bien sûr. Ensuite, utiliser de la lumière artificielle. Ça peut être un moyen de donner un petit flow plus sympa à la photo et surtout si vous êtes en fin de journée. Donc ça peut vous permettre de faire un truc en plus. Mais ça, on va parler quand on parle de matériel dans le sac. Ensuite, c'est créer si vous avez du coup ni des éléments du lieu, vous avez ni des accessoires authentiques, ni de lumière artificielle, bah, même avec les réglages du boîtier, on peut créer quelque chose de sympa. On peut créer du dynamisme avec les réglages. Et ça, c'est super intéressant. On va en parler un peu mieux. On va mettre un peu de contexte. Alors, donc, on peut prendre des éléments du lieu.
je suis en printemps. Là, bon, du coup, c'était pas en voyage, je vous avoue, c'était en Alsace, c'était chez moi. C'était en printemps, il y avait un beau petit cerisier. Et du coup, je me suis dit, quitte à faire un portrait, montrer un peu le printemps. Pourquoi pas? Donc j'ai pris un élément du lieu, donc par exemple des plantes, de la végétation, mais ça aurait pu être plein d'autres choses, hein. Ça aurait pu être quelque chose à voir avec un bâtiment, ça aurait pu être une immensité d'autres choses. Mais moi, par exemple, j'ai pris des fleurs. Donc j'ai rajouté un élément du lieu et j'ai amélioré et complété mon reportage. Donc encore une fois, imaginons que nous n'avons pas d'éléments du lieu, ou en tout cas on ne trouve pas, on n'a pas vraiment de bonnes idées. On peut anticiper en amont en ramenant des accessoires un peu plus authentiques. Par exemple, moi, souvent en voyage, quand j'ai pas d'idée, je ramène mon petit chapeau de cow-boy, je me dis bon, ça peut être sympa pour faire un truc un peu improvisé, ça peut être sympa quoi. Mais bon, c'est pas l'accessoire fou, mais ça fait toujours un truc en plus dans la photo en fait. Là, par exemple, pour cette séance, je me retrouve en Côte d'Azur, je me souviens plus. Bref, je suis en Côte d'Azur et la fille, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, c'était une cliente et elle me dit, mais moi je fais de la musique. Je dis, mais tu fais quoi? Je dis, je fais du violon. Je fais, mais ramène-le. C'est incroyable. Mais vas-y, fonce, ramène le truc. Ça va être the truc en plus dans la séance. Alors oui, le lieu est beau, oui, la personne est photogénique, mais rajouter un accessoire en plus, c'est ce qui fait que la photo a ce truc en plus, en fait. Et ensuite, utiliser la lumière artificielle. Là, par exemple, je me retrouvais dans un store. Mon copain est là-bas, on a fait la séance ensemble, je m'en souviendrai toujours. On a fait ce shoot à la dernière seconde à Paris. Et dans le store, en fait, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Il y avait juste la lumière du frigo derrière. Mais en fait, du coup, la tête était mal éclairée. Du coup, petite LED du sac, on la sort, on l'attache, elle est aimantée, et bim, la personne est bien éclairée, j'ai un fond éclairé, c'est fort sympa. Ok, maintenant dernière, créer du dynamisme avec vos réglages. Ça, pour certains qui connaissent déjà, ils vont dire « Oh, c'est bon, je connais ». Mais pour qui ne connaît pas, c'est du slow shutter speed. C'est-à-dire que je vais baisser ma vitesse d'obturation afin de créer du flou. Mais attention, il y a une limite. Il faut que notre sujet reste statique dans le but. Après, on peut créer du flou artistique, hein, ça c'est propre à chacun, vous voyez. Mais moi, j'aime bien mon sujet statique, mais j'ai envie de rendre le fond intriguant, intéressant. Donc, par exemple, là, dans cette photo-là, je me retrouve à Londres, je l'ai fait il y a moins de 2 semaines. Je me retrouve à Londres, et en fait, moi déjà, première chose, je me suis dit, c'était de la ville, moi je suis pas très urbain, j'aime pas ça, c'est pas mon gaga, mais chacun son truc. Je me retrouve à Londres, et je me dis, waouh, mais c'est trop sympa en fait. Enfin, il y a un truc à faire, j'ai envie de remplir le cliché de Londres. Comment je peux faire ça de façon créative? Comment je peux faire ça? Je veux le bus londonien dans le fond, ça c'est sûr, je le voulais. Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen maintenant. Ok, bah du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire la technique que j'ai fait pour ma photo de métro. Mais bon, galère quoi, parce que le bus va pas autant vite que le métro. Du coup, j'ai dû baisser à 1/10 de vitesse d'obturation et j'ai dû attendre le bus qu'il allait à plus de 5 km/h. Donc j'ai dû patienter un petit peu, on était sous la pluie en plus, hein, donc c'était pas simple non plus. Mais on a réussi, et du coup, avec un slow shutter speed, j'ai pu réussir à créer un fond un peu plus dynamique. Et du coup, un truc un peu plus original. Donc, moi j'ai fait l'exemple du bus, mais vous pouvez le faire avec le métro, vous pouvez le faire avec de la foule qui bouge. C'est juste que par rapport à votre background, par rapport à la chose qui est en train de bouger derrière, vous devez calculer un peu votre shooter speed, donc votre vitesse d'obturation. Ok, ça, il faut faire attention. Parce que la vitesse d'obturation n'est pas la même selon la vitesse de l'objet qui bouge derrière. Mais comme dit, vous pouvez le créer pour plein de choses. Moi, par exemple, il y a un artiste que je kiffe beaucoup. Lui, il va dans des champs avec des plantes hautes comme ça. Et vu qu'il y a beaucoup de vent, les plantes, elles bougent beaucoup. Et en fait, il va créer un peu comme on fait en photographie de paysage, un effet satin. Donc il va baisser sa vitesse d'obturation, son sujet reste statique, il reste sur trépied, il demande à son sujet de rester statique. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est que concrètement, il va baisser sa vitesse d'obturation, même voire presque jusqu'à 1 seconde, pour que l'herbe, en fait, elle soit floue, mais que ça fasse un effet satin. Ça rajoute un énorme plus à la photo. Donc, c'est beau, on a parlé de technique, on a parlé de comment placer son sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, en fait, concrètement? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on va en parler. Comme je l'ai dit, moi je suis un flemmard et j'ai pas envie de payer le bagage en soute parce que ça coûte cher, hein. Si jamais les compagnies d'avion voient ça, vous pouvez me faire un prix pour les prochains, ça pourrait être cool. Mais donc je disais, quel accessoire à ne pas manquer? Le strict minimum indispensable pour pouvoir s'en sortir dans quasiment tout type de situation par rapport à notre voyage photo. Donc, comment j'organise mon sac photo déjà? Ça va dépendre des destinations, on est d'accord? Ça va dépendre des destinations dans le sens où, si je vais en randonnée en bivouac pendant 5 jours, je vais essayer de rendre le sac le plus léger possible. Logique. Donc, il faut que j'arrive à trouver un moyen d'affronter tout type de situation tout en ayant un sac léger.
Si je pars à Londres, chill pépère avec mes copains, pendant 3 jours, je peux m'amuser à ramener un peu plus dans mon sac. Voilà. Moi, je vous dis un petit peu, moi, ce que je ramène dans mon sac. C'est très personnel, mais moi, c'est ce qu'en tout cas, en ayant ce setup, j'affronte tout ce que je veux. Je peux affronter tout type de situation, sans problème. Donc, je vous ai fait une maquette là, mais on va en parler plus dans le détail. Je vais vous parler de l'importance d'avoir plusieurs focales dans son sac. Après, tout le monde est gaga du zoom. Moi, je ne suis pas gaga du zoom. Et ça, c'est propre à chacun. Je vais vous montrer 3 photos, prises à la même distance, au même moment. Et on va voir quelle est la différence entre 3 photos. OK ? Donc, c'est 3 focales différentes, mais prises au même moment, à la même distance. Donc, nous avons cette photo-là qui est au 20 mm, toujours 1.8. Non, je crois que j'ai dit une bêtise, c'était 2.8. Bref. 50 mm, même distance, 1.8. Et après, toujours la même photo, au même moment, même distance, 105, 2.8, cette fois-ci. OK ? Quelle est la différence concrètement entre les 3 ? La différence entre les 3, c'est le message que vous allez passer dans votre photo et comment vous voulez faire votre reportage de portrait. OK ? C'est-à-dire, avec le 20 mm, on peut le voir dans la photo, on a ce qu'on appelle plus de profondeur de champ. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, on a plus de netteté dans le background par rapport à notre sujet. Ce qui fait que, vu qu'on voit plus ce qui se passe dans l'arrière-plan, ben en fait, je me permets de raconter beaucoup plus sur le lieu dans lequel je me retrouve. Ça, c'est vraiment important. OK ? Ça dépend de ce que vous voulez transmettre encore une fois dans vos photos. Avec le 50 mm, je vais essayer de faire un équilibre. Je vais essayer de raconter un peu sur mon sujet et essayer de faire comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la scène, quoi. Où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'elle fait. J'essaie de raconter, mais j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Parce que dans le premier cas, je donne plus de valeur au fond que limite à mon sujet. Et le troisième cas avec le 105 mm, qui compresse le fond, qui du coup n'a plus du tout de profondeur de champ. Là, cette fois-ci, je mets entièrement en valeur un détail de mon sujet. Le fond, du coup, n'a plus de valeur dans ce cas-là. Donc ça, c'est à vous, selon du message que vous voulez transmettre, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Moi, personnellement, je préfère faire les 3, comme ça, pas de doute. Voilà, c'est plus simple. Je préfère faire les 3, et même quand je vais mettre du coup sur les réseaux sociaux, je les mets les 3 ensemble. Ça raconte beaucoup plus. J'en raconte sur mon sujet, j'en raconte un peu des deux, et j'en raconte bien sur mon lieu. C'est beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est un peu les optiques gaga que je ramène dans mon sac, et ça rentre très facilement dans un sac photo. Hein, parce que les zooms, normalement, ils pèsent beaucoup plus lourd. Les accessoires à ne pas manquer dans votre sac. Le strict minimum pour survivre à tout type de situation. C'est-à-dire, dans un premier temps, forcément, moi je ramène des petites lumières artificielles, des petites LED, ça c'est à vous de voir le budget, quelle taille. Moi je ramène des petites LED comme ça, environ 100 €. Ça parce qu'il y a un peu plus de batterie, un peu plus de watts. Ça c'est à vous de voir. En vrai, pendant 2 ans, j'ai voyagé avec des petites LED à 30 € et ça envoyait du 20 watts. Donc c'est tout à fait possible de faire tout ce qu'on veut. C'est juste une commodité de travail. Donc lumière artificielle dans un premier temps. On va ramener forcément un trépied, parce que même si on ne fait pas que du portrait, peut-être qu'on a envie de faire... Imaginons, un soir, on est dans la montagne et on voit un ciel étoilé de fou. Je suis bien content d'avoir mon trépied, sincèrement. Et dernier accessoire, très bateau, mais c'est ramener des batteries supplémentaires et ramener des cartes mémoire supplémentaires. Imaginons, vous dites, de toute façon, je vais juste faire une séance pendant mon voyage, une carte mémoire, ça suffit largement. Non, parce qu'on ne sait jamais. Ça pourrait péter. Ou alors, peut-être en fin de compte, vous faites plus de photos que prévu. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Donc, toujours mieux d'avoir une batterie, une carte mémoire en plus, ça fait jamais du mal en tout cas. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. Lumière artificielle, trépied, batterie, carte mémoire. Je vais passer vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, lumière artificielle. Je me retrouve encore à Londres. C'était fin de journée, il faisait nuageux, donc très peu de lumière déjà de base. Et en plus, on est en fin de journée. J'avais ma petite LED. Je l'ai mis sur le côté, je l'ai attaché à un poteau aimanté. Et du coup, j'ai pu éclairer mon sujet et faire même un petit contraste sur le visage, entre guillemets, ce qu'on appelle un clair-obscur. Donc la volonté de placer la lumière latéralement par rapport à mon sujet. Et du coup, ça m'a sauvé parce que si j'avais pas eu ça, c'est fin de journée, c'est fini. Hein. Ou alors, grande montée en ISO, perte de qualité et perte du coup de détails. Ça veut dire que j'allais perdre un peu de la texture de la plante. Ça, c'est dommage parce que c'est ce que je voulais faire en photo, en fait. Ça aurait été dommage. Ensuite, le trépied. Je vous donne un exemple pour le portrait, pas pour de l'astrophoto. Ce trépied-là, je me retrouve en Occitanie. Il est 20 h du soir, non, même plus, il est 22 h, je suis en Occitanie en plein été, mais il y a un problème.
je peux ouvrir mon ouverture. Je mets un 8, j'ai une grande ouverture. Et je peux prendre quand même ma photo, je pense. Je monte un peu les ISO et ça devrait le faire. C'est juste vraiment là avant la tombée de la nuit. Sauf que, du coup, tout simplement, j'ai mis mon trépied parce qu'en fait, moi, je voulais aussi qu'on voit un peu mieux la lune, qu'elle soit pas floue. Du coup, je voulais de la profondeur de champ, en fait, concrètement. Donc, j'ai posé mon trépied, j'ai fermé mon ouverture. Et avec ça, j'ai pu baisser ma vitesse d'obturation afin de pouvoir récupérer de la lumière pour pouvoir prendre mon cliché. Et après, pour les batteries et cartes mémoire aussi, comme je vous ai dit avant, c'est une question de on ne sait jamais, vaut mieux emporter, ça pèse pas beaucoup et c'est cool. Je vous parle vite fait des derniers. Donc, développer la créativité grâce aux filtres. Je vais dépasser très très vite. Donc, moi, je ramène toujours des filtres dans mon sac. Ça pèse pas beaucoup et ça prend pas beaucoup de place. Donc, un filtre de diffusion. Je pense que beaucoup de connaissent. Donc, un filtre de diffusion, ça diffuse la lumière, tout simplement. Et ça peut être cool quand vous avez des lumières un peu légèrement dures. Ça peut être cool. Ou soit le soir aussi pour diffuser la lumière de la nuit qui rend plus agréable à l'œil. Ensuite, vous pouvez ramener du coup aussi des filtres ND. Vous voyez le ciel à gauche. Si j'avais pas eu le filtre ND, ça aurait été blanc. Donc, je n'aurais pas rattrapé la couleur. Donc, le filtre ND, en coucher de soleil, ça peut être sympa. Ça peut rattraper des couleurs. Après, ça dépend de la qualité, parce que ça peut avoir une teinte sur votre photo. Attention. Et ensuite, dernier, ça c'est un filtre un peu plus créatif. J'aime bien quand j'ai... Alors, vous vous souvenez avant quand je parlais de créativité sur un lieu, quand j'ai vraiment zéro idée, j'ai rien de rien, bah je mets ça. Je me dis, ça sauve la mise, au moins ça fait quelque chose, quoi. Donc, je mets un filtre kaléidoscope, ça donne un petit effet. Je le fais surtout avec des photos un peu nocturnes, mais en tout cas, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Bref, on en arrive à la conclusion. Votre regard fait la différence. Et du coup, je vais vous montrer un reportage que j'ai fait en Irlande, il y a 4 mois maintenant. Et meilleur voyage de ma vie. Je pense que ça mérite. Je peux lancer la musique. Et je vous montre un petit peu les photos que j'ai fait en Irlande et mon reportage. Bon, je disais, votre œil fait la différence, votre regard fait la différence dans un voyage photo, même si vous ne faites pas de portrait. Ce n'est pas le lieu qui fait la photo, mais c'est votre savoir-faire. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? En fait, tout ce que je vous ai expliqué, c'est pour que vous puissiez affronter tout type de situation. Ok? Mais c'est votre œil qui fait la différence. Et aussi, pour moi, vous êtes responsable du lieu que vous visitez. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde, c'est à vous de vous adapter. Ok? Si vous utilisez des accessoires qu'après il faut jeter, on ne les laisse pas dans les lieux. Si vous utilisez par exemple, quand je vous ai parlé de fleurs et de plantes à utiliser pour vos photos, quand vous êtes dans le lieu, on n'arrache pas les plantes. On respecte le lieu qu'on visite. Ça, c'est important. Donc vous êtes responsable de la qualité de vos photos, mais vous êtes responsable du lieu que vous visitez, parce qu'on respecte les choses qui nous ont été données. Enfin bref, donc pour moi, c'est ça le rôle du photographe de voyage, c'est partager sa vision, être créatif, être respectueux, penser au bien-être des autres, au vôtre bien sûr, pensez aussi à vous, et faire des belles photos et les montrer. Voilà. Ou si vous les gardez pour vous, ça c'est votre choix. Bref, moi je vous remercie. Vous n'avez plus qu'à prendre la valise et décoller. Et merci de votre attention.